Ici le conteur ferme les yeux, respire lentement et laisse-toi glisser dans un monde où le silence est profond, où le temps semble suspendu et où l'histoire dort au fond des oasis. Ce soir, je t'emmène dans les abysses chaudes de la Méditerranée, au large de Chypre. Là-bas, dans le bleu infini, repose un géant de fer et de rouille, le Zénobia, un navire de légende, englouti dès son premier voyage, figé dans les profondeurs, comme une cathédrale engloutie. Autour de lui, les poissons ont remplacé les passagers, les algues habillent les parois, et les bulles qui montent vers la surface murmurent encore l'écho d'un drame oublié. Ce n'est pas une simple épave, c'est un sanctuaire, une capsule du passé, une invitation à plonger en soi-même. Ce soir, je t'emmène là où peu de gens osent aller, une lente descente dans le silence des fonds marins, où chaque recoin raconte une histoire et où l'on entend battre le cœur ancien du Zénobia. Tout commence un matin calme de mai 1980. Le port de Malmö, en Suède, s'éveille lentement sous un ciel laiteux. Des mouettes tournent au-dessus des docks, leurs cris perçant l'air encore froid. Là, amarré au quai, se dresse un colosse d'acier flambant neuf. Long de 170 mètres, le Zenobia cargo roulier suédois est prêt pour son tout premier voyage. Sa coque fraîchement peinte capte les reflets argentés du ciel nordique, tandis que ses immenses cales se remplissent de camions, de marchandises et d'espoir. Tout est prêt, tout est en ordre. Personne ne sait encore que ce sera aussi son dernier départ. Autour du navire, l'activité est rythmée, presque chorégraphiée. Les dockers fixent les derniers véhicules dans la soute. Le capitaine s'assure une dernière fois que les systèmes informatiques de ballast fonctionnent correctement. Le Zenobia est équipé des toutes dernières technologies pour équilibrer son poids selon les conditions de mer. On dit que rien ne peut l'arrêter. Le vent se lève doucement. L'équipage prend place. Des familles saluent depuis le quai, certaines larmes aux yeux, d'autres le cœur léger, confiantes dans la puissance de ce géant. Quand les amarres sont larguées, le Zenobia quitte lentement le port, poussant les eaux calmes comme un monstre paisible. Son moteur vibre sourdement, résonnant dans la coque comme un battement de cœur. Il fend les premières vagues de la mer Baltique, majestueux, lent, confiant. Les jours suivants, le navire glisse à travers les détroits du Danemark, contourne les côtes de l'Europe, puis entre en Méditerranée par le détroit de Gibraltar. À son bord, une trentaine d'hommes veillent au bon déroulement du voyage. Ils dorment dans leur cabine, prennent leur repas à heure fixe, rient dans les couloirs, jouent aux cartes dans la salle commune. Le Zenobia devient leur maison flottante, une machine immense mais familière. Et pourtant, quelque chose commence à troubler la mer d'acier. À mesure que les jours passent, le capitaine et ses officiers remarquent un léger gîte vers bâbord. Rien d'alarmant, pense-t-il d'abord. Mais la gîte devient plus prononcée. Les systèmes de ballast, censés rééquilibrer automatiquement le poids, semblent désobéir. On tente plusieurs manœuvres, on vérifie les commandes, on remet en cause un éventuel excès de poids mal réparti. Rien n'y fait. La machine, si parfaite sur le papier, développe une volonté propre. Le Zenobia penche, lentement, obstinément. À bord, une sourde inquiétude commence à grandir. Les techniciens épluchent les systèmes. On parle d'un bug informatique, un problème logiciel dans les réservoirs d'eau qui stabilisent le navire. Le capitaine décide de poursuivre la route, tout en demandant un arrêt technique à Larnaca, au large de Chypre. Il veut comprendre, réparer, corriger. Le Zenobia pénètre alors dans les eaux turquoises de la Méditerranée orientale. Le contraste est saisissant. Après les côtes nordiques, le navire découvre des paysages baignés de soleil.
Des îles se dessinent à l'horizon, des parfums d'olivier flottent sur la brise. Mais à bord, la tension ne faiblit pas. En approchant de Chypre, la gîte est devenue plus visible. Les camions dans les cales commencent à glisser légèrement. Des chaînes se tendent. Des bruits métalliques résonnent la nuit. On entend les cliquetis dans les coursives. L'ancre est jetée à quelques centaines de mètres du port de Larnaca. Le Zenobia s'arrête. Il flotte, mais de travers. Les ingénieurs montent à bord. Ils inspectent, discutent, tentent des ajustements. Des quantités d'eau sont transférées entre les ballastes pour rétablir l'équilibre. Rien n'y fait. Le logiciel continue de remplir les réservoirs bâbord, malgré les corrections. C'est comme si la machine avait décidé de couler. Les jours passent. La gîte augmente. Le capitaine reçoit l'ordre de faire sortir l'équipage. Par précaution, une évacuation discrète, sans panique. Les marins quittent le navire dans des embarcations légères. Certains jettent un dernier regard à la passerelle, aux cabines, aux cuisines. Ils ne savent pas qu'ils ne reviendront jamais. Le Zenobia est abandonné à lui-même. Dans la nuit du 7 au 8 juin 1980, alors que la mer est d'un calme absolu, le cargo se couche soudainement sur bâbord. Lentement, comme dans un rêve, l'eau pénètre dans les cales, inonde les moteurs, recouvre les ponts. Le navire glisse sans explosion, sans violence, dans les profondeurs limpides de la baie. À 6 heures du matin, il a disparu, entièrement. Il repose par 30 mètres de fond, allongé sur le flanc, comme s'il s'était endormi. L'onde de choc est légère, presque rien. Un silence, une respiration. Le Zenobia a sombré, mais il n'a pas disparu. Il a juste changé de monde. Sous la surface tranquille de la Méditerranée, le Zenobia dort. Étendu sur le flanc gauche, à une trentaine de mètres sous le bleu intense, le géant d'acier repose en silence. Autour de lui, le sable s'est déplacé doucement, sculpté par les courants légers. Des bancs de poissons glissent à travers les structures. L'eau est chaude, presque tiède, et malgré les décennies, le navire est toujours là, entier, figé dans le temps. Pendant les premières années, l'épave reste secrète. Seuls quelques pêcheurs chypriotes parlent d'un navire coulé non loin du port. Les autorités connaissent sa position exacte, bien sûr, mais peu s'en soucient vraiment. Il n'y a pas eu de mort, pas de cargaison toxique. Le Zenobia est simplement là, endormi, loin des routes commerciales, comme une cicatrice discrète dans le relief sous-marin. Puis, dans les années 90, les premiers plongeurs commencent à s'en approcher. Ce sont des curieux, des passionnés d'épaves. Ils entendent parler du navire, s'équipent et partent à sa rencontre. Ce qu'ils découvrent dépasse toutes leurs attentes. En descendant dans le bleu, ils aperçoivent d'abord l'ombre immense. Elle semble suspendue entre deux eaux, puis les détails se précisent. La coque inclinée, les rampes d'accès, les camions encore alignés dans les cales, les pneus gonflés, les portières fermées. Tout est là, comme si le navire s'était arrêté la veille. L'eau salée a rongé la peinture, mais n'a pas détruit l'âme du navire. Chaque recoin semble habité par un souvenir, un mouvement, une voix, une vibration. Les plongeurs remontent fascinés. L'épave devient un secret partagé, un trésor immergé que seuls les plus audacieux peuvent contempler. Peu à peu, des clubs de plongée s'organisent, des expéditions s'équipent de lampes puissantes, de lignes de sécurité, de caméras étanches. Le Zenobia devient une légende sous-marine, une cathédrale d'acier visitée par des explorateurs silencieux. Les premiers récits émergent. On parle d'une épave si bien conservée qu'on peut encore lire les plaques d'immatriculation sur les camions, d'un pont principal où nagent calmement des mérous et des barracudas.
d'escaliers intacts menant à des salles mystérieuses, aux murs tapissés de rouille et d'anémones. Le Zénobia n'est plus un navire, c'est un lieu, une mémoire, un monde parallèle. Avec le temps, la faune marine s'est emparée de lui. Les poissons-lions ont trouvé refuge entre les poutres effondrées. Les rascasses se glissent sous les essieux. Des coraux d'un rouge profond s'accrochent aux structures. Et dans l'ombre de la cale principale, les plus téméraires croisent parfois une tortue solitaire, lente et majestueuse, comme si elle montait la garde. La vie a colonisé la mort, l'acier accueille le vivant. Certains plongeurs racontent que lorsqu'on éteint les lampes au cœur du navire, le noir est total. On n'y voit rien, mais on entend tout, le battement de son propre cœur, le clapotis discret de bulles contre la paroi, le léger crissement de l'eau contre la coque, et parfois, disent-ils, on croit entendre un écho, une respiration, comme si le Zénobia lui-même était vivant, comme s'il n'avait jamais cessé de naviguer, mais dans une autre dimension. Il y a dans cette épave une atmosphère sacrée, une paix étrange, pas de chaos, pas de violence, juste un basculement lent, doux, irrévocable, comme une grande baleine venue se reposer au fond. Les visiteurs plongent en silence, communient avec les lieux. Certains y reviennent chaque année, ils connaissent chaque recoin, chaque passage étroit, chaque hublot intact, et pourtant, à chaque fois, l'émotion est là, comme si le Zénobia avait changé, comme s'il accueillait différemment. On raconte qu'il n'a jamais été vidangé, que tout est resté à bord, les bouteilles d'eau dans la cuisine, les couvertures dans les cabines, les machines dans la salle des moteurs, tout, et que les objets, figés dans l'eau claire, semblent encore chauds du passage des hommes. Chaque visite est un pèlerinage, un face-à-face avec le temps, l'impermanence et la beauté du silence. Le Zénobia est devenu une école pour les plongeurs, un test, une expérience, mais aussi un sanctuaire. Là où l'homme a échoué, la nature a reconstruit. Là où le progrès s'est arrêté, la poésie a repris. Et chaque jour, de nouveaux voyageurs en combinaison glissent dans les eaux de Larnaca, guidés par le mythe, attirés par l'appel silencieux d'un navire qui ne voulait pas sombrer. Plonger vers le Zénobia, c'est s'approcher lentement d'un géant endormi. Le bruit du monde s'éloigne à chaque mètre descendu. L'air que l'on respire devient plus dense, plus précieux. Le cœur bat doucement, comme en écho à une présence invisible. Le bleu profond devient la seule lumière, filtrée par les rayons du soleil lointain qui traverse l'eau en faisceau tremblant. Et puis soudain, il est là, immense, incliné sur le flanc, comme un colosse reposant après une longue marche. À 30 mètres de profondeur, le Zénobia déploie sa silhouette fantomatique. Ses ponts sont envahis par les algues. Ses ouvertures béantes ressemblent à des bouches silencieuses. Le métal est noirci, grignoté, vivant. Le voyage commence à l'arrière du navire, là où la rampe d'accès descend encore, figée dans le geste de débarquer. Les plongeurs s'y engagent prudemment. Les lumières découpent des ombres mouvantes sur les parois. Au sol, des traces de pneus incrustés dans la rouille dessinent les derniers mouvements des camions. On avance lentement. Le silence est total, seulement troublé par le souffle régulier de la respiration. À droite, un couloir s'enfonce dans l'obscurité. On le suit. Il mène à la cale principale. Là, le spectacle est irréel. Des dizaines de camions sont là, toujours alignés. Certains sont renversés, d'autres coincés en travers, comme figés dans une chute interminable. Leurs carrosseries sont couvertes de coquillages. Les rétroviseurs pendent, les pneus
gonflés, semblent encore prêts à rouler. On passe entre eux, comme dans un cimetière mécanique. Les lampes révèlent parfois des détails étranges, une trousse à outils intacte, une veste suspendue à un crochet, une caisse de bouteilles renversée. Tout est resté là. Rien n'a été volé, rien n'a été dérangé, comme si le navire avait été englouti en une seconde, emportant avec lui un instant précis de vie. On remonte lentement vers les niveaux supérieurs. Les escaliers métalliques grincent sous les palmes. Les poignées de porte résistent parfois, mais cèdent sous une pression douce. Une cabine s'ouvre. À l'intérieur, un lit de métal, un hublot brisé, une lampe renversée. L'ambiance est suspendue. Le passé flotte dans l'eau. On entre dans la salle des machines. Une cathédrale sombre, silencieuse. Les moteurs immobiles ressemblent à des orgues endormis. Des tuyaux serpentent partout. Les câbles pendent comme des lianes. Et au centre, une sensation étrange, comme si le cœur du navire battait encore. Certains plongeurs disent avoir ressenti là une émotion brute, une lourdeur douce, comme si le Zénobia leur parlait. Plus loin, la cuisine, des étagères rouillées, une cafetière couverte d'algues, des tasses posées là comme si quelqu'un allait revenir. Rien n'a bougé. Même les rideaux flottent encore doucement. Dans le réfectoire, les tables sont dressées. Les bancs sont restés en place. On devine des silhouettes fantômes, des rires oubliés. Tout semble attendre, comme si l'équipage avait juste disparu un instant. L'exploration continue vers la passerelle, le poste de commande, là où tout s'est décidé. Les cadrans sont couverts de dépôts, les vitres sont brisées, mais les leviers, les manettes, les instruments sont là, muets, immobiles. On imagine le capitaine, debout, inquiet, regardant la gîte. On entend presque les ordres calmes, les pas sur le pont, les voix dans les radios, et puis, plus rien, juste le souffle lent des bulles. Les plongeurs restent là, en silence, suspendus, comme si le temps s'était arrêté. Certains ferment les yeux, écoutent, sentent. C'est un lieu où l'on ne parle pas, où chaque mouvement est mesuré, où chaque geste devient une prière muette. Le Zénobia n'est pas un lieu de peur, c'est un lieu d'écoute, un espace où l'on revient à soi-même. L'eau enveloppe tout, elle adoucit les angles, les souvenirs, les blessures. Elle transforme le métal en poésie, et quand on ressort de l'épave, lentement, à travers les écoutilles, vers la lumière, on a changé. Ce n'est pas seulement un voyage sous l'eau, c'est une descente intérieure, une traversée du silence, une rencontre avec l'invisible. En remontant vers la surface, le corps est plus léger, l'âme aussi. On jette un dernier regard en arrière. L'ombre du Zénobia s'efface dans le bleu, mais sa présence reste. Elle accompagne, elle veille. Le Zénobia est plus qu'un navire, c'est un gardien, un témoin, un refuge, et ceux qui l'ont approché le savent. On ne plonge pas dans l'épave, on y entre comme on entre dans un rêve. Depuis qu'il repose au fond de la Méditerranée, le Zénobia n'a cessé d'attiser les curiosités. Officiellement, il n'est qu'un cargo roulier, victime d'une simple défaillance informatique. Mais ceux qui l'ont visité, ceux qui l'ont exploré de fond en comble, racontent autre chose. Ils parlent de sensations étranges, de couloirs où l'on se sent observé, de salles interdites qu'on ne trouve qu'après plusieurs descentes. L'épave a ses zones claires, ouvertes aux plongeurs, fréquentées et bien connues. Et puis, il y a les zones d'ombre, celles que la lumière atteint à peine, celles qui semblent fuir l'exploration, des endroits où le silence est plus épais, plus dense. Certains disent que la cale inférieure du Zénobia abriterait encore des véhicules scellés, jamais ouverts. On murmure que certains camions, chargés à Malmö,
n'ont jamais été répertoriés officiellement, qu'il y avait là, parmi les cargaisons classiques du matériel militaire, peut-être des éléments sensibles, classés comme banals sur les manifestes. Personne ne l'a jamais confirmé, et pourtant, certains plongeurs parlent de remorques fermées par des scellés étranges, intactes, comme figées dans l'eau. L'accès à cette partie de l'épave est difficile. Il faut se faufiler entre les structures tordues, éviter les couloirs trop étroits, affronter l'obscurité totale. Mais ceux qui y sont allés racontent un frisson, un poids dans l'eau, une présence sourde. Et puis, il y a les objets oubliés, les petites choses. Dans une cabine, on a retrouvé un livre flottant, ses pages figées par le sel. Sur une table, un jeu de cartes encore étalé, comme si la partie avait été interrompue une seconde plus tôt. Dans un tiroir, une photo gondolée par l'humidité, une femme souriante, une lettre jamais envoyée. Ces détails touchent plus que n'importe quel mystère. Ce sont les marques d'une vie suspendue, d'un quotidien devenu relique. Le Zenobia ne garde pas que des secrets matériels. Il garde des émotions, des fragments d'histoire personnelle, perdus entre les parois rouillées. Dans la salle des communications, les plongeurs ont parfois retrouvé des casques audio, des radios inertes mais toujours branchées, comme si elles attendaient encore un signal, un appel. Dans un recoin de la salle des machines, une trousse à outils est restée ouverte, ses clés disposées comme prêtes à servir. Qui était là, au moment où l'ordre d'évacuer est tombé? Que pensait-il? À quoi tenait-il? Ces questions résonnent encore dans les coursives. Plus troublantes encore, certains racontent avoir vu des inscriptions sur les murs. Non pas des graffitis récents, mais des mots tracés dans la rouille, dans la moisissure, comme si l'épave elle-même écrivait. Des phrases incomplètes, des dates, des noms, des messages, fantasmes de plongeurs fatigués, peut-être. Mais la frontière entre le réel et le rêve se brouille vite, à 30 mètres de fond. On entre dans l'invisible, on se perd dans l'intime. Un jour, une équipe a retrouvé une boîte métallique, coincée derrière un casier. À l'intérieur, des documents trempés, presque illisibles, des feuilles administratives, des notes techniques, un schéma étrange montrant une configuration de ballast différente de celle connue. Encore aujourd'hui, personne ne sait pourquoi ce navire, si neuf, a coulé aussi rapidement. L'explication officielle parle d'un bug dans le système de ballast, d'un logiciel qui a pompé l'eau du mauvais côté. Mais comment un système aussi récent, testé, sécurisé, a-t-il pu entraîner la perte d'un cargo de cette taille dès son premier voyage? Certains pointent des erreurs humaines, d'autres parlent de sabotage, des théories, des hypothèses qui dérivent lentement dans les eaux troubles de la mémoire. Et le Zenobia, lui, ne répond pas. Il garde le silence. Il protège ses secrets. L'épave n'est pas un musée. Elle est vivante. Elle respire à sa manière. Elle digère les objets, les transforme, les absorbe. Ce qui était clair devient flou. Ce qui était solide devient organique. Et dans cette lente métamorphose, les secrets se fondent dans la matière. On ne les distingue plus. Ils deviennent l'épave elle-même. Le Zenobia est un livre dont certaines pages ont été arrachées, d'autres noyées, d'autres réécrites par l'eau et le sel. Il faut y lire autrement, avec les mains, avec les yeux fermés, avec le cœur. Ceux qui plongent régulièrement parlent d'un sentiment étrange en remontant, comme si l'épave les avait changés, comme si elle leur avait murmuré quelque chose. Pas des mots, pas des réponses, mais une sensation, une certitude, celle qu'au fond de l'eau, il y a plus que du métal. Il y a une mémoire, une conscience peut-être, une volonté de rester, de se taire,
de faire corps avec la mer. Le Zénobia ne demande pas à être compris, il demande à être respecté, à être écouté, et chaque fois qu'un plongeur y retourne, c'est comme une nouvelle page ouverte, un nouveau secret révélé ou simplement suggéré, comme un souffle dans l'ombre. Le Zénobia, s'il a sombré, n'a jamais disparu. Bien au contraire, au fil des années, il s'est métamorphosé. Il est passé d'un cargo coulé à une cathédrale sous-marine, d'un accident technique à un sanctuaire vivant. La mer l'a repris, lentement, patiemment, sans violence. Elle a recouvert ses blessures, adouci ses angles, repeuplé ses vides. Ce qui fut une machine froide est devenu un refuge pour le vivant. Dans les premiers temps, seuls les algues et les coquillages ont osé s'y fixer. Puis vinrent les poissons, les petits d'abord, des poissons clowns, des girelles colorées, des demoiselles timides. Ils ont exploré les recoins, testé les failles, adopté les ponts rouillés comme terrain de jeu. Ensuite, les plus grands sont arrivés. Les mérous, lourds et curieux, les barracudas, fuyants et rapides, les murènes, ondulantes, nichées entre les poutres. Aujourd'hui, l'épave est un écosystème à part entière, un récif artificiel d'une richesse spectaculaire. Les plongeurs le savent, ils y croisent parfois, en silence, des tortues kawanes glissant entre les cales, majestueuses et lentes, comme des prêtresses du lieu. Parfois même des dauphins rôdent au-dessus, curieux, fugaces. La vie marine a transformé le Zénobia en palais naturel. Ses structures métalliques sont devenues des arches végétales. Ses escaliers sont couverts de corail tendre. Ses salles sombres vibrent de lumière lorsqu'un banc de poissons les traverse en un éclair argenté. Et ce qui impressionne, ce n'est pas seulement la beauté, c'est l'équilibre. Tout semble s'être mis en place naturellement, sans forcer, comme si le navire avait été conçu pour cette seconde vie, comme si son destin n'était pas de livrer des marchandises, mais d'abriter des espèces. Les scientifiques eux-mêmes s'y intéressent. Le Zénobia est devenu un laboratoire vivant. On y observe l'évolution des récifs artificiels, la colonisation progressive par les espèces, les interactions nouvelles entre la faune et le métal. Certains biologistes marins y plongent régulièrement, non pour le mythe, mais pour l'étude. Ils prélèvent, ils observent, ils mesurent et ils s'émerveillent. L'épave est un modèle, une preuve que même un drame industriel peut se transformer en oasis. Mais au-delà de la science, il y a l'émotion. Le Zénobia éveille quelque chose chez tous ceux qui l'approchent. Les débutants y voient un défi, un monde nouveau à apprivoiser. Les confirmés y trouvent un lieu de recueillement presque sacré. On y parle doucement, on y respire plus lentement, on y regarde longtemps. Ce n'est pas un simple spot de plongée, c'est un passage, un seuil. Certains l'ont même choisi comme lieu de cérémonie. Des couples s'y sont fiancés, suspendus dans l'eau, entre ciel et terre. Des cendres ont été dispersées à ses abords. Des lettres ont été laissées, enfermées dans des bouteilles, glissées dans les recoins de la salle des machines. Des promesses ont été faites, en silence, à 30 mètres de profondeur. Le Zénobia n'est plus un navire. C'est un lien, un fil invisible entre le monde d'en haut et celui d'en bas. Il relie la mémoire humaine au mystère de la mer. Il transforme l'échec en beauté, le naufrage en renaissance. Les autorités chypriotes l'ont compris. Le site est protégé, réglementé, respecté. On n'y prélève rien, on n'y laisse rien. On y entre avec humilité, car chaque visite est un privilège, une offrande, une parenthèse,
Il arrive que certains jours, la mer soit si calme, si transparente, qu'on distingue la silhouette de l'épave depuis la surface. Elle apparaît alors comme un rêve figé dans le bleu. On la devine, on la ressent, et ceux qui plongent savent qu'ils s'apprêtent à entrer dans un monde suspendu. Le Zénobia enseigne sans parler. Il rappelle que tout peut basculer, qu'une machine peut devenir un poème, que l'abandon peut engendrer la beauté, qu'un échec peut devenir une œuvre, et que sous les apparences du silence, une vie nouvelle peut éclore, foisonner, rayonner. Le Zénobia est un message, non pas écrit, mais ressenti. Il ne raconte pas une histoire linéaire. Il murmure un cycle. Naissance, chute, oubli, transformation. Et quand on ressort de l'eau après l'avoir explorée, il reste quelque chose. Une trace, un calme, un battement, comme si l'on avait touché du doigt un mystère ancien, une vérité douce, celle que tout ce qui tombe peut renaître autrement. Le Zénobia, dans son silence, nous l'enseigne chaque jour. Il y a dans certaines profondeurs un silence qui n'écrase pas, mais qui enveloppe. Une paix sans bord, sans poids. Le Zénobia dort dans ce silence-là. Il ne gémit pas, il ne réclame rien, il ne se plaint jamais. Il est simplement là, présent, entier, une silhouette gigantesque couchée sur le flanc, comme un animal marin apaisé. Quand on ferme les yeux et qu'on repense à lui, ce ne sont pas les tôles tordues ou les moteurs noyés qui reviennent, c'est une impression, celle d'avoir visité un lieu hors du temps, un endroit où la chute ne signifie pas la fin, mais le début d'autre chose. Le Zénobia n'a plus besoin de bouger, il voyage autrement, dans les souvenirs, dans les récits, dans les rêves de ceux qui l'ont approché. Il vit dans les légendes murmurées dans les centres de plongée, dans les carnets mouillés des explorateurs sous-marins, dans les regards émus de ceux qui ressortent de l'eau, encore habités par ce qu'ils ont vu. Ce navire, autrefois symbole de modernité, est devenu un conte, une mémoire vivante, une ruine pleine de lumière. Sous l'eau, chaque élément de l'épave a trouvé sa place. Rien n'est en désordre. Chaque poutre tombée dessine une arche. Chaque fissure laisse passer un ray de lumière. Les escaliers effondrés deviennent des abris. Les cales inclinées se transforment en cathédrales de silence. Et le tout forme une composition lente, harmonieuse, presque musicale. Ceux qui y plongent régulièrement parlent d'un lien étrange, d'une familiarité qui grandit. Le Zénobia semble les reconnaître. Il accueille différemment à chaque visite. Il montre un détail nouveau, offre un passage oublié, laisse entrevoir un souvenir. Il ne livre pas tout d'un coup, il s'apprivoise, il se mérite. Et dans cette lente révélation, il enseigne la patience, la présence, l'écoute. On ne le domine pas, on ne le conquiert pas, on le traverse, humblement, doucement, comme on traverse un rêve lucide. Certains soirs, à la surface, le soleil descend lentement sur la mer. L'horizon s'embrase, l'eau devient orange, puis rose, puis bleue, et juste en dessous, invisible à l'œil nu, le Zénobia veille. Il ne fait pas de bruit, il n'a pas besoin d'être vu, il est là. Comme une pensée calme, comme une chanson sans parole, et peut-être est-ce là son vrai rôle, être un miroir pour l'âme, une pause dans le vacarme, une respiration lente dans un monde qui court. Il existe des lieux qui ne s'expliquent pas, des lieux qui ne se racontent pas vraiment, mais qui s'éprouvent. Le Zénobia est de cela, un endroit où l'histoire ne s'écrit plus, mais où elle murmure, où les drames deviennent poésie, où les échecs deviennent formes, où la mer transforme tout en beauté silencieuse. Quand on quitte Chypre, que l'on regarde une dernière fois la ligne d'horizon,
On sait que quelque chose est resté derrière, pas seulement une épave, pas seulement un navire, mais une présence, une vibration, et peut-être quelque part en soi, une lenteur nouvelle, une écoute, une paix. Le Zénobia n'a jamais atteint sa destination, il n'a jamais livré sa cargaison, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Il est devenu plus que ce pourquoi il avait été conçu. Il est devenu un lieu de retour à soi, de méditation, d'apaisement, une invitation à descendre doucement, à se laisser porter, à écouter ce que le silence a à dire. Et maintenant, toi qui m'as écouté, toi qui as plongé dans ce récit, laisse ton esprit voguer lentement. Ferme les yeux. Respire. Imagine le Zénobia sous les eaux tièdes, le sable autour, les poissons qui glissent, la lumière qui danse sur la tôle. Tout est calme, tout est lent, le Zénobia dort. Et peut-être est-ce le moment pour toi aussi de t'endormir. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.